Cette conférence va maintenant être enregistrée. Oui, c'est 16h30, je pense on est juste à l'heure. Merci Didier Laurent d'animer notre webinaire de ce soir sur les dispositifs d'accompagnement de la Banque de France pour aider les entreprises à passer le cap. Et donc, ça sera le sujet de votre intervention, peut-être de la deuxième partie de votre intervention, puisque la première partie va être plutôt va consister à un état des lieux de la situation actuelle. Donc, Didier, on s'en remet à vous. Peut-être qu'on posera les questions. Alors, vous pouvez poser les questions sur le chat. Hein. Merci de couper vos micros pendant l'intervention. On lira les questions par paquet et on le fera peut-être en deux temps, Didier. Oui. Les questions après la première partie de l'intervention, donc au bout de 15 minutes à peu près. Et puis ensuite, après la deuxième partie, sur les dispositifs. Ça me va tout à fait. Si ça va pour vous, c'est très bien. Très bien. Eh bien, on s'en remet à vous. Merci Didier. Ok, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire et d'abord, merci au Pôle Mont-Blanc Industrie pour l'organisation. Donc effectivement, je suis Didier Laurent, je suis le directeur de la Banque de France à Cluses. Et effectivement, ce webinaire m'a semblé important puisque à l'heure du confinement, ces contacts n'ont sans doute jamais été aussi importants pour partager les informations, des informations qui évoluent vite, très vite, et puis en même temps pour faire remonter les difficultés afin d'affiner les dispositifs qui ont été mis en place et d'ores et déjà actionnés. Alors d'abord, on le sait, hein, vous le savez, la crise du Covid, c'est d'abord un problème de santé publique, donc il ne faut jamais l'oublier, et la bataille sanitaire est prioritaire, mais elle induit aussi un choc économique sévère, et le mot est faible. La mobilisation est donc générale pour que ce choc soit temporaire et surmonté. Donc, à côté des pouvoirs publics, la Banque de France est pleinement mobilisée, hein, je peux vous en assurer, mobilisée pour vous accompagner dans cette période. C'est notre priorité, c'est vraiment la priorité absolue qu'a donnée notre gouverneur au réseau de la Banque de France, avec un seul but, aider les entreprises à traverser la crise pour qu'elles puissent ensuite redémarrer au mieux quand le temps viendra. Alors, ce que je vous propose effectivement, comme l'a dit Jean-Marc André, hein, c'est un éclairage assez rapide sur le diagnostic conjoncturel et ensuite je vous présenterai ce qu'on appelle le paquet de mesures, l'ensemble des dispositifs macroéconomiques, j'irai assez vite sur le macroéconomique, et puis surtout microéconomique pour voir un petit peu dans la boîte à outils que nous mettons à votre disposition, ce que vous pouvez en retirer de manière très opérationnelle. Alors effectivement, ce webinaire se veut être un temps d'échange. Donc après chacune des deux parties, hein, je vous inviterai effectivement à poser vos questions, à échanger pour que voilà qu'on puisse discuter. Alors commençons tout de suite, si vous voulez bien, par la conjoncture. C'est la slide 2 du diaporama. Je crois qu'il est à l'affichage. Je ne le vois pas moi. J'espère que oui. Donc nous avons interrogé, comme nous le faisons chaque mois, 8500 entreprises en France, dont 1100 dans notre région, pour connaître l'évolution de leur activité en mars et leurs prévisions pour avril. Alors, tout secteur d'activité confondu, bien sûr, toute taille d'entreprise confondue, bien sûr. Le résultat, c'est qu'au plan national, la baisse d'activité, vous le savez, hein, a été extrêmement brutale dans tous les secteurs. Nous estimons, sur la base de cette enquête, que la perte d'activité a été de 32% au cours de la deuxième quinzaine de mars, c'est-à-dire que l'économie a tourné aux 2/3 de sa vitesse habituelle. Et bien sûr, c'est une moyenne, hein, donc beaucoup moins dans certains secteurs. Alors, c'est le cas notamment dans l'industrie, avec une perte d'activité qui a atteint 48% en moyenne. Alors, avec des secteurs très affectés, on pense bien sûr à l'industrie automobile, la métallurgie, la fabrication des machines et équipements. Et puis, au contraire, des secteurs un peu plus épargnés, l'agroalimentaire ou la pharmacie, qui ont tourné à peu près normalement. Quand on regarde sur, une fois encore, l'ensemble de l'industrie, le taux d'utilisation des capacités de production, donc vraiment l'utilisation de l'outil productif, il a chuté, il était de 78% à février, il est tombé à 56% en mars. Alors, les données, à part l'écart, effectivement, ne sont pas forcément très, voilà, on les intègre pas forcément directement, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est le plus bas niveau
que nous n'avons jamais enregistré dans cette enquête. Et on tombe même, puisque ce sont des moyennes, à des taux plus bas, puisqu'on est à 41% seulement dans l'automobile. Je crois que ça rejoint un peu les enquêtes que vous avez faites localement sur l'industrie. Dans les autres secteurs, rapidement, puisque tout est lié malgré tout, dans les services marchands, les chutes d'activité les plus importantes sont sans surprise dans l'hébergement et la restauration, mais des secteurs comme le travail temporaire et la réparation automobile ont également été très impactés. Au contraire, on a un peu un amortisseur dans les services aux entreprises, l'informatique par exemple, la comptabilité ont été moins touchés. Dans le BTP, là aussi, secteur où l'activité s'est très nettement dégradée, avec la mise à l'arrêt de nombreux chantiers. Nous estimons que sur la deuxième quinzaine de mars, la baisse d'activité a été de 75%. 75%, c'est du jamais vu. Et puis, dans les ventes du commerce de détail, là aussi, on a enregistré une chute de la consommation, bien évidemment, puisqu'on est confiné, chute de 24% en moyenne dans le commerce de détail, mais chute qui va jusqu'à 43% dans le commerce de détail des produits industriels, donc pour le secteur non alimentaire. Au global, ce qu'on tire de cette étude nationale, plusieurs choses. D'abord, le PIB s'est replié de 6% sur le premier trimestre. C'est la pire performance trimestrielle du pays depuis 1945. On n'a jamais enregistré de telles baisses. On avait enregistré une baisse assez proche malgré tout, presque 5%, après les événements de mai 68. Voilà. Dans tous les cas, nous estimons que chaque quinzaine de confinement nous coûte à peu près 1,5% de PIB annuel, le PIB étant à peu près de 2400 milliards sur 2019. Ça fait une perte de près de 36 milliards. Ce sont des estimations à la grande louche, bien évidemment, et presque autant de déficit public supplémentaire. Alors, quand on regarde notre enquête et quand on zoome sur le niveau régional, c'est la slide 3 que vous avez à l'écran, on observe bien sûr la même trajectoire avec une chute de l'activité à un niveau, là aussi, sans précédent, sous l'effet, vous le savez, de l'arrêt brutal des chaînes de production, des problèmes d'approvisionnement, et puis bien sûr de l'impact de la mise en œuvre des mesures de protection des salariés autour de responsabilité des dirigeants et qui ont accentué les difficultés. En moyenne, nous avons interrogé les entreprises pour leur demander combien de jours de fermeture elles avaient eu sur ce mois exceptionnel. En moyenne, les entreprises ont fermé 5 jours dans l'industrie et 6 dans les services. Bien sûr, finalement, ça ne repose que sur la deuxième quinzaine du mois de mars, donc ces jours de fermeture seront d'autant plus importants sur le mois d'avril. Et on observe bien sûr des écarts très marqués, évidemment, selon les activités. Vous les avez là aussi à l'écran, avec des écarts selon les secteurs, encore une fois, très importants, puisque nous allons dans l'industrie avec des fermetures de 0 jour dans la pharmacie ou la chimie, jusqu'à 9 jours dans la fabrication de matériel de transport. Dans les services, pour une moyenne de 6 jours, on va de 2 jours dans l'informatique jusqu'à 14 jours, soit la totalité bien sûr de la deuxième quinzaine, dans l'hébergement, restauration. Et puis, je vous le disais, dans le BTP, arrêt de la quasi-totalité des chantiers. Excusez-moi. Donc, dans l'industrie, en fait, seul le secteur de la pharmacie enregistre une légère croissance et l'agroalimentaire et la chimie affichent une baisse moins marquée que les autres segments d'activité qui, eux, sont tous en chute libre. Dans le décolletage, bien sûr, l'effondrement des commandes de l'aéronautique est venu s'ajouter aux difficultés de la filière automobile. Alors, avant juste d'aborder les perspectives, un point, l'idée c'était juste de vous dresser un constat global. Ce qui est important, c'est après, et puis ce qui est important surtout, ce sont les mesures d'accompagnement. Vous retrouvez, si vous voulez, le détail de notre étude dans notre newsletter mensuel Tendance Régionale, qui est bien sûr disponible gratuitement. Si vous êtes intéressé, si vous ne les recevez pas encore, il suffit de nous en faire la demande par mail. Vous aurez à la fin du diaporama nos coordonnées avec nos adresses mail.
de m'adresser un petit mail et vous base de données. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qui est effectivement un constat brutal, quid des perspectives? Et le constat d'abord, c'est que la crise sanitaire devrait faire chuter le PIB d'au moins 8% français cette année. On est prudent, on sait au moins 8%. On ne sait pas encore à faire une prévision, parce que en fait, ce sera fonction bien sûr de l'acte 2, de la durée de cet acte 2 qui va du déconfinement jusqu'à la reprise complète. En tous les cas, face à ce choc, notre gouverneur François Villeroy de Galhau a rappelé que des aides considérables avaient été débloquées avec une formule sans hésitation ni limitation, par les pouvoirs publics comme pour la Banque centrale européenne. Et donc, il n'est pas question de compter, de regarder quelles seront les conséquences en termes budgétaires. On verra ça plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est effectivement d'alimenter le système économique et de maintenir notre système de production pour qu'il soit présent à la sortie. Ce qui est important aussi de prendre en compte et d'avoir à l'esprit, c'est que l'État joue un rôle d'amortisseur majeur. L'intervention publique massive absorber, on estime, au moins les 2/3 du choc. Alors, c'est jamais la totalité, c'est jamais suffisant, mais au moins 2/3 du choc. Et ça réduit d'autant son impact pour les ménages et pour les entreprises. Alors, notre gouverneur dit, si nous gérons bien cette crise, le choc sera très sévère, mais il devrait être temporaire. Il faut être prudent. Je crois que c'est vraiment la trame de tout ce que je vous ai dit jusque-là. Mais le FMI a affiché des prévisions pour la France, qui pourrait, selon eux, retrouver l'an prochain une croissance forte à plus 4,5%. Alors, une fois la crise passée, donc ça c'est ce que vous voyez dans la slide 4, pardon, une fois la crise du coronavirus passée, notre gouverneur préconise finalement un mix de trois ingrédients qui ont été utilisés dans l'après-guerre, dans les après-guerres même. Un retour à la croissance, ça va sans dire, ça veut dire nécessité d'un plan de relance, un traitement des dettes, puisque effectivement, on est pour l'instant sur une trajectoire avec un déficit et une dette publique plus exactement autour de 115-120%, et tout dépendra de ce qui sera fait encore. Et puis une bonne utilisation de la politique monétaire. Sur ce dernier point, l'inflation restant au-dessous de notre cible de 2%, nous devrions maintenir des taux très bas et des liquidités très abondantes. Et nous disons que s'il fallait faire plus pour remplir le mandat de stabilité des prix que nous ont confié les traités, alors nous ferons plus et nous reviendrons après sur le nous ferons plus. Donc, vous voyez à l'écran, il y a finalement 4 scénarios possibles de sortie de crise, avec finalement des rattrapages en V, c'est le scénario optimiste, avec un retour à un niveau d'activité d'avant-crise ou proche de celui d'avant-crise, ou en L, comme cela avait été le cas lors de la crise de 2008-2009, qui avait durablement affecté le niveau du PIB. On l'a tous encore en mémoire. Alors, cette sortie de crise, finalement, L ou V, dépendra de 3 facteurs. Les mesures prises pour prévenir la résurgence de l'épidémie, c'est important, qu'il n'y ait pas une seconde vague qui casse un éventuel redémarrage. L'efficacité des actions mises en œuvre pendant la crise, c'est tout le dispositif actuel, public, État et Banque centrale, pour maintenir l'outil de production et redémarrer. Et puis, bien sûr, l'efficacité des politiques économiques qui accompagneront la sortie de crise. Alors, sans pouvoir le chiffrer, nous privilégions en tout cas un retour à une croissance positive du PIB dès 2021. Et donc, effectivement, L ou V, c'est trop tôt pour nous prononcer, et ça dépendra des mesures, encore une fois, et ces scénarios que nous faisons, ils nous servent aussi à accompagner les décideurs et les politiques sur les dispositifs d'accompagnement qui sont et qui seront nécessaires. Voilà. Et nous reviendrons bien sûr ensuite un peu plus tard pour voir quel scénario pourra véritablement être privilégié. Voilà, donc je m'arrêterai là, moi, pour la présentation de cette première partie
sur les aspects conjoncturels et je suis à votre disposition déjà pour échanger sur vos questions, vos réactions par rapport à cette présentation et à ce diagnostic conjoncturel et les scénarios de développement. Voilà, je suis à votre écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, est-ce il n'y a que pas eu de questions sur le chat, donc la parole circule. Est-ce que voilà, quelqu'un veut réagir en live, hein, on est là pour ça aussi, pour échanger. Nous n'avons pas de boule de cristal hein, pour la suite. On avance nous en marchant, comme on dit. Voilà, si vous avez des questions ou des réflexions hein, ou des remarques. Alors, bonjour, une question. monsieur. Allez-y. Alors j'y vais. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour Bonsoir. votre exposé. Une question concernant l'inflation. Quelles prévisions vous faites ou quel scénario vous avez par rapport à l'évolution des prix dans les mois à venir, s'il vous plaît? Alors, c'est ce que je vous disais. Nous n'envisageons, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui. Nous n'envisageons pas une reprise forte et loin de là de l'inflation. Nous estimons que l'inflation restera à peu près ce qu'elle est. Et sur un certain nombre d'éléments de prix, nous intervenons sur les taux d'intérêt notamment, nous intervenons aussi, mais sur l'inflation, voilà, nous estimons à aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque de reprise de l'inflation. Au contraire, on est plutôt, voilà, comme on l'était d'ailleurs avant la crise, sur une inflation plutôt faible. On a une question également sur l'hypothèse de reprise au 11 mai. Alors, peut-être que ça peut être précisé. Est-ce que la question veut dire, est-ce que ça sera une reprise en V ou une reprise en U? C'est ça que vous attendez? Ou est-ce que ça sera mou ou un rebond? Alors, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'on a des informations sur cette reprise? Est-ce que vous avez un peu d'informations sur la vitesse, qui va reprendre et à quel rythme? Alors, vous ne savez pas du tout. Alors malheureusement, je vais vous frustrer un petit peu parce qu'effectivement, alors bien sûr, nous avons des informations dans la mesure où nous sommes au contact permanent du ministre de l'économie notamment. Simplement, plusieurs choses. Ce scénario, il va ne dépendra pas que de nous d'abord. C'est la première chose. Vous voyez hein, dans les médias, on annonce un déconfinement progressif de l'Allemagne. La Chine est en train de progressivement redémarrer, mais lentement, mais de redémarrer quand même. C'est ce que nous disent d'ailleurs un certain nombre de chefs d'entreprise locaux qui ont des filiales en Chine. Très honnêtement, à très court terme, et si l'horizon c'est avant l'été, on n'envisage pas voilà, le scénario en V à très court terme. Ça, c'est plutôt quelque chose qui pourrait être sur la durée, hein, sur plusieurs mois. Après, alors, on est dans ces scénarios, on est tributaire des décisions sanitaires. Et là, voilà, je laisse la réponse aux experts. Et donc, du coup, des décisions politiques. On le voit bien entre l'annonce à un moment donné, on va déconfiner le 11 mai, et puis, dans un second temps, ça sera plus compliqué que ce qu'on pense. Alors, pour l'éducation, mais sans doute probablement pour les entreprises, pour aussi quand on prend à Paris pour les transports en commun, donc comment les entreprises vont pouvoir démarrer. Donc voilà, on voit bien que ça va pas être un redémarrage brutal. Et puis accessoirement, il y a aussi les chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques. Ce redémarrage, il ne peut pas être brutal au bon sens du terme. Merci. Une autre question? Si pas de questions, on peut peut-être passer à la deuxième partie de l'exposé et puis on verra à la fin. Entendu, et puis on pourra revenir sur tous ces sujets à la fin sans aucun problème. Alors, je vais vous parler de l'action de la Banque de France, plus précisément, et face à ce choc d'une ampleur
exceptionnel, hein, jamais vu. Nos économistes à la Banque de France qui ont un peu d'historique, on va dire ça comme ça, disent très régulièrement qu'ils n'ont jamais connu ça, jamais. Jamais dans la brutalité, mais dans l'ampleur, dans le caractère systémique mondial. Voilà. Mais face à ça, et c'est ce que dit notre gouverneur, et c'est ce que j'ai repris, vous voyez, sur la slide 5, notre gouverneur, nous pouvons gagner. Si tant est effectivement que face à ce choc, on mette en place des dispositifs qui soient à la hauteur des enjeux. Oui. On vous entend mal parfois. Est-ce que vous auriez la possibilité, plutôt que d'utiliser le lien, de faire le numéro de téléphone et de rentrer le code? Est-ce que si... Dites-moi. Est-ce que si j'enlève les écouteurs, est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Il y a quand même toujours un décalage. Peut-être essayer de couper votre vidéo, ça améliorera votre bande passante. Ok, j'essaye de couper la vidéo, vous allez me dire. Est-ce que c'est mieux comme ça? Allez-y, continuez. Et puis s'il y a d'autres soucis, je vous interromprai à nouveau. Désolée. Ok, non, pas de souci. C'est les difficultés effectivement du direct. Alors, donc je vous disais simplement qu'effectivement, face aux enjeux, en tous les cas, il fallait mettre en place des moyens à la hauteur de ces enjeux. Alors, d'abord, je vais vous présenter un peu les dispositifs d'accompagnement de la Banque de France au plan macroéconomique. Alors, je ne vais pas vous dresser le catalogue parce que les mesures sont très, très nombreuses, notamment pour accompagner les banques, mais je vais simplement cibler sur deux points, sur deux mesures principales, mais deux mesures principales qui sont aussi l'essentiel des moyens et qui constituent autant de puissants leviers de financement. Donc, la Banque centrale européenne, et je vous rappelle qu'en fait, les décisions de politique monétaire au niveau de la zone européenne se font au niveau de l'eurosystème. Donc, c'est une décision prise à la fois par la Banque centrale européenne et par le Conseil des gouverneurs, donc chaque gouverneur des banques centrales nationales, donc le gouverneur de la Banque de France, participe à ces prises de décision. Et ensuite, sur l'application, c'est chaque banque centrale nationale qui applique sur son territoire. Donc, deux mesures principales pour les acteurs économiques, les ménages et les entreprises en particulier, qui se financent auprès des banques. Nous avons mis à disposition des banques une capacité de financement quasi illimitée, avec des fournitures de liquidités qui vont pouvoir aller jusqu'à 3 000 milliards d'euros en 2020. C'est vraiment sur la seule année 2020, et ça représente quand même pas moins de 25% du PIB de la zone euro. Donc là, pour le coup, on a sorti l'artillerie lourde. Et puis, pour les acteurs qui se financent via les marchés financiers, ce sont les États et ce sont les grandes et très grandes entreprises. Nous avons mis en place des achats de titres de dette privée et publique à hauteur de 1 000 milliards d'euros en 2020. C'est 8% du PIB qui se rajoute finalement aux 25% dont je vous ai parlé tout d'abord. Concrètement, comment ça se passe, hein, ces achats? En fait, ce sont des achats que nous réalisons en tant que banque centrale auprès des banques commerciales. Et donc, nous achetons les créances ou obligations qu'elles détiennent soit sur les États, soit sur les entreprises. Et ça sert notamment à prévenir le risque d'une hausse des taux d'intérêt de long terme et éviter des spreads comme on a pu le voir et commencer à le voir en Italie, par exemple. Et donc, ces achats massifs permettent de peser et d'écraser la courbe des taux. Donc, vous voyez simplement en synthèse, et je ne voulais pas aller beaucoup plus loin, mais si vous avez des questions, bien évidemment, je suis à votre disposition puisqu'on a pris d'autres mesures, notamment sur les coussins de fonds propres exigés des banques pour libérer un petit peu de ces réserves et les réinjecter dans l'économie. Et puis, on incite les banques à mieux financer les entreprises en leur permettant de se refinancer auprès de nous à des conditions préférentielles, hein, dans un certain nombre de conditions. On va jusqu'à même des taux d'intérêt négatifs qui peuvent aller jusqu'à moins 0,75%, sous réserve que les banques, et qu'on soit certain que les banques accompagnent bien les entreprises. Donc voilà,
encore une fois, je vous le disais dans la première partie, le constat, il est comment dire, alarmant sur le choc que nous subissons sur le plan conjoncturel. En face, on a mis en place des moyens financiers qu'on n'a jamais actionnés. Et puis, c'est aussi l'une des grandes différences par rapport à 2008-2009, c'est qu'effectivement, on a une crise économique, mais on n'a pas de crise financière. Ça veut dire qu'effectivement, on avait tiré des conséquences de cette crise de 2008-2009, et on avait, parfois d'ailleurs avec un peu des récriminations en face, mais on avait renforcé les conditions imposées aux banques, notamment aux établissements de crédit au sens large, en termes de solvabilité et en termes de liquidité. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a permis de consolider les établissements financiers et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas de crise financière, on n'a pas de peur de contagion du système financier et on n'a pas de peur sur la liquidité. Donc, c'est quand même très important. Voilà, sur la partie, encore une fois, macroéconomique, pour faire assez synthétique, je souhaitais me consacrer aussi et me concentrer aujourd'hui sur les dispositifs qui sont plus directement en lien avec votre activité, même s'il ne faut pas se tromper, les mesures de financement que je viens de vous présenter permettent aussi les financements mis en place par les États et par les banques. Donc, on reviendra après sur les questions à la fin de l'ensemble de cette partie. Ce que je vous présente maintenant, encore une fois, ce sont les mesures à destination des entrepreneurs avec des mesures nationales fortes pour garantir et pour nous assurer de la bonne transmission finalement de ces décisions macroéconomiques aux PME et donc du soutien aux PME. Alors, premier dispositif dans cette palette de boîtes à outils, c'est la diapo 8, la médiation du crédit. Alors, la médiation du crédit, l'origine, elle est partie, elle a été créée dans la vallée de l'Arve, justement, pendant la crise 2007-2008. Heureusement, on l'avait un peu perdu de vue dans la mesure où il y avait moins de besoins et donc parce que moins de problématiques de financement. Donc, quelques mots quand même sur cette médiation du crédit qui retrouve un peu tout son sens dans cette période difficile. Donc, sachez-le, en cas de difficulté avec votre banque, alors une difficulté avec votre banque, c'est quoi? C'est une dénonciation de découvert, c'est un refus de financement, y compris de PGE, de prêt garanti par l'État. C'est aussi l'absence de réponse à une demande de financement ou tout refus de nouveau financement. Ça, c'est pour la partie établissement de crédit banque, mais ça vaut également pour les décotes subies par un assureur crédit. Donc, pour toutes ces difficultés, les médiateurs du crédit départementaux de la Banque de France sont à vos dispositions pour vous accompagner. Alors, l'intérêt de ce dispositif, il est au moins triple. Un, il est gratuit, c'est une mission de service public pour la Banque de France. Donc, pour vous, ce recours au médiateur du crédit, évidemment, c'est gratuit. C'est rapide. Le but, c'est d'aller vite dans la décision et qu'on peut obtenir dans cette médiation. Je vais y revenir. Et puis, c'est une procédure confidentielle. On va discuter avec votre partenaire financier avec lequel vous avez des problèmes. Éventuellement, on va discuter avec l'ensemble des partenaires parce que la problématique financière est finalement une problématique qui va concerner directement ou au moins directement l'ensemble des partenaires financiers, mais c'est tout. On n'est pas dans une procédure avec un jugement à la sortie. Donc, c'est quand même très important. C'est simple, c'est facile d'accès. Vous avez sur la slide notre portail médiateur-crédit.banque-france.fr. Vous avez là, de manière très simple, un formulaire en ligne à compléter. Et pour aller plus vite encore et faire encore plus simple, notamment pour les TPE pendant la période actuelle, on a mis en place sur ce portail simplement une petite page Word avec quelques éléments qui nous sont indispensables. Quel est votre chiffre d'affaires, quel est votre effectif, qui sont vos banquiers, etc. et quelle est la difficulté que vous rencontrez. Et ce formulaire, il suffit de l'envoyer par mail à la boîte mail que vous avez à l'écran, médiation.crédit.64. Vous avez besoin d'accompagnement. Voilà.
eh bien, il y a un numéro vert 0810 01210. Donc, l'idée, c'est que ce soit simple, que ce soit rapide. Ça veut dire quoi rapide? Ça veut dire en ligne ou par mail. Nous en sommes formés l'engagement de reprendre contact avec vous dans un délai maximum de 48 heures. Très souvent, on essaye de le faire dans la journée même, et au maximum, c'est 48 heures. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 48 heures et pendant ce contact? On va encore une fois discuter avec vous, que la problématique est bien comprise. Peut-être que, j'en sais rien, si un découvert a été dénoncé, difficulté large, et puis il faut que tous les dispositifs à votre disposition dans la période actuelle a été actionné, vous en ayez connaissance. Donc on va faire un point complet sur la situation, sur les difficultés que vous rencontrez. Votre demande à la médiation. Vous m'entendez toujours pas très bien? Oui, pas très bien, oui. Si vous pouvez faire 2 minutes d'intervention ou vous vous déconnectez et vous rappelez sur le numéro. Je recommence. Alors, je vous quitte et je reviens. Oui, mais vous revenez en appelant le numéro. Vous l'avez le numéro? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, redonnez-le-moi, ce sera plus simple, mais c'est effectivement comme ça que j'ai pratiqué. Donc, je ne suis pas tout à fait certain que ça améliore. Et si je prends le portable comme ça, non, c'est pas mieux? En fait, ça dépend. Il y a des fois, on n'entend pas la fin de vos phrases. Mais bon, si vous êtes déjà par téléphone, je vous donne quand même le numéro au cas où, 01 70 95 ouais, 05 94. Ouais, voilà. Code d'accès. C'est ce que j'ai fait, effectivement. Ok. Bon, écoutez, pour l'instant, on vous entend, donc ouais. Bon, j'essaye, et puis vous me dites si éventuellement, là, ça va à peu près ou pas? Oui, là, ça va, ouais. Bon, alors je vais essayer de ne pas bouger le portable. Donc, je vous disais, procédure rapide, 48 heures. On se prononce sur l'éligibilité de votre demande. À partir de là, on vous informe de cette éligibilité par mail et surtout, on en informe votre banque en parallèle. Alors, quand je dis votre banque, dans la procédure de médiation, on ne va pas discuter avec votre interlocuteur habituel pour éviter les problèmes relationnels qui ont pu naître. Et on va discuter avec un référent médiation que chaque banque a dû nous désigner. Ça, c'est important et on va les informer de cette demande, de cette éligibilité à la médiation. À partir de là, on va laisser un délai de 5 jours maximum à la banque pour éventuellement réexaminer sa position sur le simple fait de cette information quant à la saisine de la médiation. Dans les situations d'urgence comme on peut en rencontrer aujourd'hui, le délai de 5 jours, on va pouvoir le raccourcir. Et on va rentrer véritablement en discussion. Donc, on est en médiation, il n'y a pas de droit au crédit, mais on va discuter, on va faire en sorte de pousser la banque et d'obtenir la levée des points de blocage qui permettront de trouver une solution de financement, même si la solution de financement peut parfois être différente de celle qui a été imaginée. J'en sais rien, imaginez, vous avez une rupture du découvert, on va peut-être non pas proposer de réactiver ou de maintenir le découvert, mais de mettre en place un crédit de renforcement de la trésorerie. Voilà, donc on va discuter ça. Juste pour un point statistique, pour vous donner un petit peu une volumétrie, en France, ce sont 731 entreprises qui ont été éligibles à la médiation du crédit sur le mois de mars 2020. Ça représente en gros 70% de toutes les demandes qu'on avait reçues en 2019. Et sur la seule semaine du 6 au 10 avril, on a reçu presque autant de demandes, 645 entreprises. Alors, je vous ai parlé de gratuité, de confidentialité, de rapidité. Il y a un point que je n'ai pas précisé, c'est aussi l'efficacité du dispositif. Alors, avec toutes les limites, encore une fois, c'est une médiation, il n'y a pas de droit au crédit, mais sur le mars, sur les 731 entreprises qui ont été déclarées éligibles, 75% des entreprises la procédure aboutit à un taux de succès de 75% de ces entreprises. Donc, on ne veut pas dire par là que c'est la solution miracle magique, je ne veux pas créer de faux espoirs, mais pour peu qu'on soit sollicité à ces taux et qu'il y ait des éléments tangibles, peut faire bouger la position de la banque.
Juste un ordre d'idée, pour ce qui concerne notre département, hein, sur la Haute-Savoie, 60 entreprises ont sollicité la médiation depuis le 17 mars, avec un taux de succès qui a d'ailleurs frôlé 85%. Donc, il ne sera peut-être pas celui-là dans la durée, parce que probablement que les difficultés s'ancrant, on aura sans doute un peu plus de difficultés justement à aboutir à une solution positive. Mais enfin, malgré tout, ça veut dire que ça fonctionne. Si on a, alors 731 entreprises, hein, je vous disais, éligibles à la médiation, c'est à la fois beaucoup et peu. Si finalement, au niveau national, c'est pas tant que ça veut dire quand même que les banques, et on tient à le dire et à le redire, que les banques jouent globalement le jeu dans l'accompagnement des entreprises. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'enquête de l'ACPME qui a été publiée là ces derniers jours, le 16 avril, puisque 80% des dirigeants interrogés par la CPME disaient avoir le sentiment d'avoir été soutenus par leur banquier. Et donc, au travers de 2 dispositifs en particulier, hein, le PGE, le prêt garanti par l'État, et puis les reports d'échéance. Alors, juste 2-3 mots sur ces 2 dispositifs. Bon, vous les connaissez forcément. Je ne vais pas revenir très en détail, mais prêt garanti par l'État, plafond de 25% du chiffre d'affaires, différé d'amortissement d'1 an, puis amortissement au choix sur 5 ans de plus, garantie de l'État à 90%, donc ce n'est pas 100%. Et avec simplement, il faut faire attention, et ça a prêté sujet à caution ou à difficulté au démarrage, c'est que ce dispositif ne concerne pas les entreprises en difficulté au sens européen du terme, parce que la Commission européenne est pour du accompagnement public du terme, et ça veut dire quoi? Ça veut dire les entreprises en procédure collective, alors avant un plan, et là c'est là qu'on a une demande ou d'entreprises concernées, ce sont les entreprises dont les capitaux propres, décembre 2019, inférieurs à la moitié du capital social. Donc, malgré tout, le PGE connaît un franc succès, hein, on a enregistré 290 000 demandes pour près de 55 milliards d'euros. Et pour les entreprises qui connaissent celles pour lesquelles les capitaux positifs sont de 15 avril, trop francs et qui ne parviennent pas à obtenir de financement bancaire malgré ces PGE. Alors, on est encore dans l'attente des modalités concrètes de ces avances remboursables pour voir comment elles peuvent s'appliquer. Et puis, le second dispositif, c'est le report jusqu'à 6 mois des remboursements de crédit pour les entreprises avec pression des supériorité des coûts annuels de report d'échéance. Ça, c'est l'engagement des banques. Attention, parce qu'il y a pu y avoir une suppression des pénalités des coûts ou faire une remise gracieuse de ces intérêts, mais ce n'est pas systématique. Et puis, juste pour finir sur la médiation, je voulais quand même vous dire quelques mots sur les assureurs crédits, parce que ça peut être un vrai sujet. L'assurance crédit joue un rôle économique essentiel, hein, on le sait, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels vous accordez des délais de paiement. Juste pour vous rappeler que le médiateur du crédit a signé en janvier 2009 une convention qui avait été renouvelée en 2013 avec les assureurs crédit, ces derniers s'engageant à garantir le traitement rapide et concerté des dossiers des entreprises lorsqu'il y a une saisine de la médiation du crédit, à ne pas pratiquer de décote sectorielle, c'est quelque chose qui leur avait été fortement reproché pendant la crise de 2008, et puis à communiquer aux entreprises les cotations qu'ils livrent. Donc ça, j'insiste aussi pour vous donner cette information. Vous avez accès, vous n'êtes pas le client de votre assureur crédit, c'est votre fournisseur qui en est le client, donc vous n'avez pas communication directe de votre notation auprès de l'assureur crédit, mais sachez qu'il y a un portail internet acheteur-assurance-crédit.fr qui vous permet d'avoir accès à votre notation et au plafond d'encours de garantie chez les assureurs crédit et chez l'ensemble des assureurs crédit. Juste aussi une précision par rapport à ces assureurs crédit. Alors d'abord, je redirai jamais assez qu'il est important de communiquer avec ces assureurs crédit pour éviter
toute décote, et toute décote qui peut sembler arbitraire, et puis avec derrière la possibilité de saisir le médiateur du crédit si, malgré une communication, ça ne fonctionne pas et qu'il y a une décote. Et puis, sachez également dans les dispositifs quand même qui ont été activés récemment, c'est le lancement à hauteur d'un dispositif à hauteur de 12 milliards d'euros justement de réassurance publique des risques des assureurs crédits, c'est ce qu'on appelle les dispositifs CAP et 4+, qui avaient été mis en œuvre d'ailleurs après la crise de 2008. Et ça, pour permettre aux entreprises qui se verraient notifier des réductions des refus de garantie sur certains clients de continuer à être couvertes. CAP donc vient s'ajouter de la contrepartie n'est plus du tout classique de l'assureur et qu'à plus assurable. Et notre gouverneur, pour en terminer sur les assureurs, met une petite pression sur eux en déclarant au journal du bien de même dimanche, hier, dans une attaque. Voilà de côté et vous accompagner face aux difficultés de financement que vous pouvez rencontrer. Alors, plus rapidement, un point sur les correspondants TPE-PME. Sachez-le, c'est la slide 9. Nous avons mis en place depuis un peu plus de 2 ans des correspondants TPE-PME dans chacune des succursales départementales de la Banque de France qui sont à votre écoute. Le but, c'est de diagnostiquer la situation, d'écouter vos difficultés ou vos questions sans réponse et derrière de trouver rapidement quel est le bon interlocuteur dans le bon organisme pour, là aussi, répondre à toutes les questions que vous vous posez et surtout vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez pas, là aussi, c'est un service public, c'est une mission de service public, c'est gratuit évidemment. Vous avez 2 canaux de sollicitation. Vous avez le numéro vert qui est affiché, vous avez une adresse mail et vous pouvez également d'ailleurs aller sur notre portail internet pour retrouver un lien. Et on a même créé, on en a assez peu localement, mais un dispositif spécifique avec des experts vraiment formés avec la French Tech et en capacité de répondre aux spécificités, aux besoins spécifiques des startups. Ça, c'est le dispositif correspondant TPE. Puis, encore, nouvel outil dans la boîte à outils. C'est la slide, pardon. OPA, que c'est un outil de dispositif. Qu'est-ce que c'est? Un outil de diagnostic économique et financier en ligne que nous avons mis en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui vous permet là aussi d'avoir quasiment instantanément un rapport de diagnostic avec et puis une analyse succincte à partir de vos liasses fiscales, les 2 dernières liasses fiscales. Et puis un volet simulé vous permet, ça c'est important, très et très utile, notamment dans la période actuelle, qui vous permet de développement de petites crises, en activité un petit peu de mesurer la baisse de développement, faire plusieurs scénarios de l'impact en termes de structure, en termes de besoins de trésorerie. Derrière, vous avez un rapport qui est émis, que vous pouvez imprimer et qui peut vous servir, et ça c'est important. Nous le rendons gratuit en principe, en temps normal. Voilà, c'est un produit en d'analyse et de simulation, et puis qui vous permettra aussi de prolonger, de vous donner de l'information sur
les dispositifs d'accompagnement pour être certain que vous ayez balayé l'ensemble des dispositifs qui sont voilà, à votre disposition, encore une fois. Alors, juste certaines formes juridiques, mais ça, vous le retrouvez sur notre portail, vous avez le lien sur le slide. Certaines formes juridiques sont exclues parce qu'on ne peut pas faire d'analyse financière en ligne. Ce sont les entreprises individuelles, les SNC et les GIE. Voilà. Donc, tout peut se faire en ligne, très simplement, tout seul, si vous voulez, entre guillemets, dans votre coin, ou vous pouvez même nous solliciter votre correspondant TPE pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce rapport, de cet outil. Et puis, dans un deuxième temps, si besoin, il n'y a pas d'obligation sur cet entretien et cet accompagnement, cet échange avec notre expert. Voilà sur ces outils. Juste pour finir, quelques éléments d'information importants. On a mis en place, parce qu'on avait des remontées de chefs d'entreprise, de fédérations nous disant on a du mal à suivre, les choses évoluent très vite. Il y a tout un tas de dispositifs, mais il y en a tellement que c'est compliqué de suivre. On a mis à votre disposition sur notre portail Banque de France, donc c'est la slide 11, vous avez les liens. Bien évidemment, on vous transmettra ce PowerPoint, donc vous aurez tous les liens. Ça vous permet d'avoir sur une page unique, et à partir d'une page unique de notre espace entrepreneur, l'ensemble des dispositifs d'accompagnement existants dans la crise, quel que soit l'organisme qui propose, que ce soit les dispositifs de chômage partiel, que ce soit les mesures URSSAF sur les délais de paiement, que ce soit le PGE, enfin voilà, l'ensemble des dispositifs de manière exhaustive, puisque ça, on a travaillé bien sûr pas seul, mais avec tous les dispositifs. Et ce portail vous renvoie automatiquement vers les sites de chaque organisme et donc vers les pages actuelles. On ne vous entend plus. Monsieur Laurent? Bien, on n'entend plus notre intervenant. Peut-être Perrine, tu peux l'appeler sur sa ligne. Alors, en direct. Ah, voilà. On ne vous entendait plus. Ah, depuis quand? 2 minutes. C'est moi qui vous entends plus très bien là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, je reviens sur le comité de crise sur les délais de paiement, donc slide 12. Et je vous disais très rapidement que ce comité de crise, de manière très opérationnelle, qui a été voulu par le ministre de l'économie et des finances et par notre gouverneur en tant que président de l'Observatoire des délais de paiement, est co-animé par les médiateurs du crédit et des entreprises. Et ce comité, il vise à lutter de manière opérationnelle contre les mauvaises pratiques en matière de délais de paiement et en même temps, et à l'inverse, à promouvoir les pratiques solidaires. Donc très concrètement, ça se passe par des réunions chaque semaine avec les organisations socio-professionnelles, les chambres de métiers, les chambres de commerce, la DGCCRF. On fait remonter les problèmes, les difficultés rencontrées par les entreprises et on essaye de trouver des solutions. Juste un rappel sur l'enjeu, les délais de paiement représentent, on estime, une source de financement d'environ 7 stable en moyenne de 100 milliards d'euros et les retards depuis 4 ans ont fortement augmenté depuis la crise du 30 mars par rapport à la même période de 2019. Alors,
l'accumulation d'incidents sur aussi en partie par des problématiques techniques, hein, fermeture d'entreprise ou défaut d'acheminement du courrier ne permettant pas de valider les ordres de paiement, mais aussi la volonté de certaines entreprises de retenir de la trésorerie en ne payant pas leurs fournisseurs. Donc, ces incidents, le problème, c'est qu'ils pèsent, vous le savez, hein, fortement sur la trésorerie des entreprises avec un risque de réaction en chaîne qui peut provoquer la défaillance de nombreuses entreprises. Et ça, c'est vraiment un risque sur lequel on est très, très sensibilisé. Donc, le comité, de manière très opérationnelle, vous invite, et m'en fait le relais, à transmettre les informations concernant d'abord les comportements de paiement des grands clients, ceux qu'on appelle grands clients, ce sont ceux qui ont un impact structurel, hein, donc les très grandes entreprises. Donc, de transmettre les comportements mauvais, entre grands groupes, de transmettre aussi bien que les comportements exemplaires. Alors, via les fédérations professionnelles, remonter au quotidien, quand vous connaissez des situations critiques avec des clients, que ce soit des TPE, des PME, des ETI, des grands comptes, nous vous invitons aussi à saisir le médiateur des entreprises. Là, j'en fais aussi l'écho, même si le médiateur des entreprises n'est pas lié à la Banque de France, il est lié à la DGFiP, mais n'hésitez pas, ce médiateur du crédit, donc vous avez le lien sur le slide, vous permet de régler, de trouver une solution dans les difficultés que vous rencontrez avec des donneurs d'ordre. Donc, pour les difficultés sur les grands clients notamment, hein, on a une remontée au ministre de l'économie et des finances qui apprécie les suites à donner à tout comportement non solidaire. Et ça peut être, par exemple, hein, des sanctions, entre guillemets, qui peuvent aller jusqu'à, par exemple, l'inéligibilité au dispositif de garantie des entreprises mis en place par l'État. Alors, sachez que le comité est déjà intervenu hein, auprès d'une dizaine de très grandes entreprises ayant un impact structurel et avec des comportements que le comité a jugés anormaux. On a estimé, on a fait un suivi de ça, on a estimé qu'il y avait une normalisation et donc on n'a pas eu pour l'instant besoin de mettre en œuvre des mesures coercitives, mais le comité a bien affiché la possibilité pour les entreprises qui seraient moins vertueuses et qui resteraient moins vertueuses de faire ce qu'on appelle du name and shame. Hein. Au-delà des sanctions dont je vous ai parlé, c'est d'afficher les noms. Et c'est l'arme sans doute la plus forte. Et à l'inverse, 10 premières entreprises solidaires ont été affichées. Hein. Je vous les cite, Bouygues, Danone, EDF, Enedis, Iliad, la maison mère de Free, Jouve, L'Oréal, Orange, Sodexo et Système U. On veut vraiment essayer de différencier les entreprises et les grands comptes, les très grandes entreprises, pour qu'il y ait un rôle un peu plus positif et favorable en termes de délai de paiement et d'accompagnement des entreprises, des TPE et des PME. Pardon. Et puis j'en finis sur un point qui forcément vous intéresse et qui peut faire l'objet de questions, c'est la cotation Banque de France. Alors sachez deux choses particulières. On est très sensible à l'argument qui nous est remonté régulièrement sur attention, si vous dégradez nos cotations, vous allez aggraver nos difficultés. Alors, on ne peut pas casser le thermomètre parce qu'il y a de la température. Néanmoins, on a pris en compte et on a mis en place deux mesures très fortes qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un communiqué de presse. D'abord, concernant les incidents de paiement, nous avons décidé à titre temporaire, ça ne peut être que temporaire, que les incidents de paiement sur effet, vous savez si éventuellement un effet de commerce est impayé, votre banque nous le déclare et en fonction du montant et de la fréquence, ça va entraîner en temps normal une dégradation de notre cotation et donc une information à l'ensemble des établissements financiers notamment. Donc ça, nous gelons et donc il n'y a plus de décote automatique. Il peut y avoir des décotes exceptionnelles, mais le principe général, c'est qu'il n'y ait plus de décote dans la période actuelle pour ne pas aggraver les difficultés. Mais nous rappelons que le maintien de la relation fournisseur et du crédit interentreprise est essentiel et que chacun doit honorer ses engagements pour ne pas avoir des difficultés en cascade. Et puis, pour les entreprises qui n'ont pas forcément d'incident de paiement, mais pour toutes les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires et que nous cotons notamment sur la base de l'analyse des comptes, nous avons décidé pour la partie de l'appareil productif qui est en tout ou partie à l'arrêt, donc vraiment impacté et concerné,
d'attendre finalement d'avoir un meilleur recul possible pour évaluer correctement l'impact de cette situation, aussi bien l'impact négatif en termes de perte d'activité que l'impact des mesures sollicitées et d'accompagnement, par exemple le PGE encore une fois. Et donc, nous avons pris un principe général finalement de report temporaire de nos cotations à la rentrée de septembre. Donc, aucune cotation définitive ne sera effectuée. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans notre histoire. Et on reporte ça à la rentrée. On reprendra contact avec vous avant de se prononcer et d'actualiser nos cotations. Mais ça veut dire qu'à aujourd'hui, il n'y aura pas de dégradation de cotation Banque de France sur ces aspects-là. Voilà. Donc voilà l'arsenal en fait des mesures que nous avons mis en place pour vous accompagner. N'hésitez pas surtout à les solliciter. Là, on est vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider à traverser et à passer ce cap. Voilà, je suis désolé pour le son. J'espère que finalement, vous aurez quand même pu retenir un certain nombre d'éléments. Et je suis à votre disposition maintenant pour échanger avec vous et pour répondre à toutes vos questions. Et je serai bien sûr à votre disposition. Vous avez nos coordonnées sur la dernière slide pour répondre à toutes les questions, toutes les problématiques en bilatéral aussi, si vous le souhaitez. Merci beaucoup Didier pour cette présentation effectivement très complète. Alors il y a eu des petits problèmes de son au milieu de la présentation. Il y a eu certaines questions qui ont été auxquelles certains de nos adhérents se sont répondus entre eux, donc c'est bien. A priori, il y a eu déjà... C'est pas mal. C'est pas mal, notamment par rapport à ce problème d'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit sur des propos qui n'auraient pas été entendus et des précisions, soit tout bêtement sur tout bonnement sur le contenu du sujet traité? N'hésitez pas à prendre la parole. Ce sera plus rapide, on n'est pas si nombreux que ça aujourd'hui. Oui, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Ça a été un long monologue, mais c'est important qu'on puisse échanger. N'hésitez pas, soit à poser vos questions par rapport à tout ça, soit à me faire part aussi de vos réactions et de ce que vous vivez, vous, concrètement sur le terrain. Au niveau de la cotation, là, on risque donc d'avoir à la sortie des comptes de l'année prochaine de grosses dégradations. Ça va quand même être embêtant. Alors, est-ce qu'il y a déjà une réflexion à ce niveau-là ou pas encore? Bien sûr, je vous assure qu'effectivement, on a ces réflexions-là. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre cotation, de par sa construction, est une cotation, ce qu'on appelle à travers le cycle. Donc, on n'est pas sur du scoring, et c'est ce qui avait différencié notre cotation de tous les scores existants dans la crise de 2008 et post-crise. C'est qu'on sait coter à travers la crise. C'est qu'effectivement, si le compte de résultat n'est pas bon, on va savoir aussi aller regarder et amortir éventuellement, et voire ne pas impacter si la structure financière est solide, si la liquidité est présente. Et notamment, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, on va regarder en quoi les dispositifs actionnés pour faire face à ces chutes de compte de résultats vont permettre de passer le cap. Et ça, bien sûr qu'on l'intégrera. Et c'est aussi pour ça, encore une fois, qu'on intégrera du qualitatif et qu'on viendra vers vous pour avoir un contact. Alors, on ne sait pas encore selon quelle formalité, parce qu'on est justement dans ces réflexions-là. Mais encore une fois, l'idée, c'est de prendre en compte tous ces éléments-là pour avoir une cotation qui colle au plus près de la réalité. Alors, il ne s'agit pas pour nous de fermer les yeux, de dire on fait une croix sur la cotation pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça n'a pas de sens. Et il faut bien voir que l'intérêt de la cotation pour les entreprises, c'est d'ouvrir globalement, je parle, au refinancement sur créances privées. Ça veut dire que la Banque de France et la Banque centrale, qui d'ailleurs utilise et met en œuvre ce dispositif de la manière la plus large possible. Alors, c'est moins utile là dans la période très précise du Covid, puisque les dispositifs autres ont été mis en œuvre de manière très large, mais en dehors de cette période, ça permet effectivement, lorsque la cotation est favorable, d'accepter pour nous de refinancer les banques qui vous financent, et donc d'être un puissant levier
de financement pour les banques, puisqu'on les refinance à des conditions très préférentielles, à 0% avant même la crise. Hein. Voilà. Mettons tous ces éléments-là, on sera très attentif et très prudent dans la façon de coter. Maintenant, si effectivement une entreprise était en situation difficile avant la crise, c'est pas parce qu'il y a la crise qu'on va, entre guillemets, se mettre des ornières et ne pas coter. C'est tout notre métier. J'espère avoir répondu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On arrive à peu près au terme de du webinaire. Néanmoins, on peut répondre à une ou deux questions. A priori, il n'y en a pas et il est 18h30, donc on arrive au terme. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure, vous avez vu, on est ponctuel. Donc, merci beaucoup Didier pour la présentation qui vous sera envoyée. Et effectivement, il y a la liste des contacts de notre partenaire de la Banque de France de Cluses, dont Didier Laurent est directeur. Et donc, vous pouvez bien évidemment les appeler. Ils sont à votre service. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. Prochain webinaire jeudi soir sur le plan de continuité d'activité avec Generali qui interviendra sur ce sujet. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous tous et à votre disposition. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci.